L'invité au carré, aujourd'hui, Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, enseignant et auteur. France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard. un premier rapport arriva des Palmeraies, à la limite du désert. Le plancton des sables est empoisonné par l'interaction avec les nouvelles formes de vie. Raison, incompatibilité des protéines. Il se formait là de l'eau empoisonnée que la vie d'Arrakis ne pouvait approcher. Une zone désolée se formait donc autour des plantations et Shai Hulud lui-même ne pourrait la franchir. Kain se rendit lui-même jusqu'aux Palmeraies. Il explora la zone désolée et puante et en revint avec une prime, un cadeau d'Arrakis. L'addition de soufre et d'azote pouvait convertir la zone en un terrain particulièrement favorable à la vie terraformée. Les plantations pouvaient être étendues à volonté. Cela réduit-il le délai, demandèrent les Fremen. Mais Kain répondit par ses formules planétaires. Le programme de mise en place des pièges à vent était alors pleinement réalisé. Kain se montra optimiste dans ses prévisions, tout en sachant que l'on ne peut tracer des lignes nettes à partir de problèmes écologiques. Une partie de la couverture végétale devait être réservée au maintien des dunes, une autre à l'alimentation humaine et animale, une autre enfin devait permettre d'acheminer l'eau vers les zones sèches par le processus d'accumulation de l'humidité dans les racines. Un résultat apparu 3%, dit Kain. S'il pouvait parvenir à ce que 3% des plantes vertes d'Arrakis contribuent à la production de composés du carbone, ils auraient atteint le cycle autonome. Mais dans combien de temps ? Demandèrent les Fremen. Oh, 350 ans, dit Kain. Ainsi, il avait dit vrai dès le début, cette chose ne connaîtrait pas son terme avant que se soit écoulée une vie d'homme avant 8 générations. Mais cela viendrait un jour. Dès cet instant, le chemin était tracé et les Fremen écologiques y étaient engagés. C'est aux Fremen que l'on doit le peu de flore qui se trouve sur Arrakis. Ils ont cultivé des plantes aux racines profondes, telles que le saguaro, l'ambroisie blanche, la verveine des sables et le buisson d'encens. Ces plantes s'accrochent à la vie dans un environnement aride, pauvre en éléments nutritifs. Bonjour Roland Lehoucq. Bonjour. À l'instant, extrait de Dune, Denis Villeneuve en 2021, et puis le texte que je lisais juste avant, extrait du roman de Frank Herbert, dans lequel il imagine une planète entièrement désertique, Arrakis, que les humains cherchent à rendre plus hospitalière, avec un programme écologique de plusieurs siècles, on l'a entendu. Ce roman est souvent cité comme l'une des premières grandes visions de l'écologie politique en science-fiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, sans doute que c'est l'un des premiers. En tout cas, c'est un roman qui a une grande cohérence sur le monde qui est construit. Arrakis, que Frank Herbert se plaît à décrire avec force détail, et surtout à montrer non seulement ce monde, non pas comme un décor, mais aussi comme presque un personnage en tant que tel, avec lesquels les êtres qui vivent dessus, les Fremen, et puis les impériaux qui arrivent et pour exploiter la ressource rarissime et unique en fait que l'on trouve dans la galaxie uniquement donc sur Arrakis, eh bien ils interagissent avec cet environnement, ils le subissent, et ils le subissent dans leur corps, mais ils le subissent aussi, on le voit clairement dans les Fremen, dans la façon dont ils s'organisent socialement. Et donc c'est là où on voit que des êtres vivants, des humains du futur, dans un futur très lointain, ne sont pas évidemment totalement indépendants de ce qu'on appelle l'environnement, enfin en tout cas du lieu qu'ils habitent, qu'ils veuillent l'exploiter, le modifier, en profiter ou simplement y être confortablement installés. Alors ce texte, il évoque aussi la patience des Fremen, puisqu'il faudra plusieurs siècles pour restaurer un cycle écologique complet. Qu'est-ce que ça nous apprend d'ailleurs sur la temporalité écologique entre l'urgence climatique d'un côté et la lenteur de l'autre des processus naturels ? Alors les processus naturels sont parfois longs mais parfois rapides. Si on pense au processus géologique, ça peut se chiffrer en centaines de milliers, en millions d'années, mais la respiration des plantes ou les évolutions liées à un écosystème peuvent être à l'échelle de la journée, de la saison, donc beaucoup plus courtes que ces millions d'années que la géologie pourvoit. Mais la différence, la complexité vient de justement tous ces cycles-là, tous ces processus-là se mélangent avec des échelles de temps si différentes que toucher quelque part a des conséquences dans beaucoup d'autres endroits et pas à l'échelle de temps à laquelle on a touché. On peut par exemple laisser la Terre évoluer sous les propres mécanismes qui la régulent ou qui la gèrent, et en quelques millions d'années, effectivement, passer, ou quelques même des fois dizaines de milliers d'années, au plus court, passer d'une période chaude, au point de vue climatique, à une période froide. Mais on voit aussi que s'il y a un forçage, s'il y a
quelque chose d'extérieur, enfin en fait c'est pas extérieur, c'est C'est nous-mêmes les les humains, humains qui sommes dedans, mais quelque chose de nouveau par rapport au processus habituel arrive, et c'est par exemple l'humanité avec l'énorme énergie et puissance dont elle dispose, la puissance de l'humanité c'est 20 000 milliards de watts, l'échelle de la consommation d'énergie de l'ensemble de l'humanité divisée par la durée qu'elle a mis pour le faire, c'est-à-dire une année, eh bien ça fait 20 000 milliards de watts. Eh bien, énorme puissance et énorme énergie lui permet de faire des transformations considérables dont l'une des conséquences, c'est l'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère qui, en une durée assez courte, 150 ans, disons, en tout cas moins de 2 siècles certainement et 150 ans sans aucun doute, eh bien, a fini par modifier globalement le climat de la Terre à un point que maintenant nous ne pouvons plus arrêter des choses qui sont lancées. Nous avons perturbé les délicats rouages complexes à différentes échelles de temps, d'échelle courte, mettons la journée, à l'échelle longue, jusqu'à centaines de milliers ou millions d'années, et spatialement, l'échelle courte, l'espace court, une forêt à l'échelle grande, la Terre entière, sans parler des océans, de l'atmosphère évidemment, de la cryosphère, enfin de l'hydrosphère, enfin bref, tous les compartiments du système Terre, eh bien en modifiant à une chose, on va toucher tous ces compartiments qui vont rétroagir les uns sur les autres, se modifier, amplifier parfois certains effets qui sont pour notre malheur néfaste, amplifier des effets par exemple, d'augmentation de la température. Et donc, on voit que, dans le cas des Fremen, ils se donnent le temps long, ils sont donc à faible puissance, ils veulent modifier. Il y a quelque chose comme un élément qu'on sent poindre maintenant, qu'après des dizaines d'années d'atermoiement et d'inaction climatique, on sent poindre l'idée que peut-être la géo-ingénierie ou la manipulation prétendue réparative de l'ensemble du climat terrestre pourrait régler le problème, ou en tout cas nous donner encore du délai. Dans le cas des Fremen, ils veulent faire ça, faire de la géo-ingénierie, sauf que c'est pas géo, puisqu'ils sont sur Arrakis, c'est pas sur Terre, mais en tout cas transformer le climat de leur planète, parce qu'il est trop aride, trop sec. Ils veulent une vie plus agréable, plus confortable sur leur planète, au risque de détruire le cycle extrêmement important d'Arrakis de l'épice. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont colonisés, exploités, parce que Arrakis produit l'épice, et en transformant leur planète, ils vont détruire le cycle de l'épice. Donc ça ne se fait pas sans conséquence. Pour eux, une conséquence apparaissant comme négligeable. C'est pas le cas de l'Empire, d'où toute l'intrigue de Dune. On y reviendra sur Dune tout à l'heure pour parler science-fiction. Vous qui êtes, je le rappelle, astrophysicien, Roland Lehoucq, est-ce que vous gardez souvenirs d'un moment précis justement où la science est entrée dans votre vie ? Alors, j'ai pas un souvenir, mais mes parents m'ont raconté que quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans et qu'on me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Je voulais être savant. Déjà, vaste projet, ambition. Voilà, vaste projet. Savant. Je ne suis pas très sûr d'être devenu savant. En tout cas, j'ai réussi à faire des sciences. Et ça, le goût pour l'astronomie m'est sans doute venu. Là, c'est un souvenir plus clair en passant des vacances dans l'Aveyron. Ma mère est originaire de l'Aveyron. Et donc, on passait évidemment beaucoup de vacances là-bas. Et de voir un ciel, alors c'est dans les années 72, 13. Alors, vous aviez 13, quel âge ? J'avais 8 ans, 9 ans, donc 73, 74 peut-être. Ouais. Donc une période où l'humanité commençait déjà à glorieusement écraser beaucoup d'écosystèmes terrestres, mais c'est aussi l'époque du rapport du Club de Rome, dont je n'ai pas entendu parler. Oui, c'est ça, vous n'étiez pas conscient de ça à l'époque. Évidemment, évidemment, mais je veux dire par là qu'on était dans un monde déjà où sans que j'en sois conscient, il y avait des très grandes transformations qui étaient manifestes, mais il restait un certain nombre d'endroits, par exemple l'Aveyron et beaucoup d'endroits ruraux de la France rurale, qui étaient encore très protégés de la pollution lumineuse des grandes zones urbaines et qui avaient un ciel sans doute extraordinaire. Et ça vous touche ? Et ça m'a touché de voir un ciel. À 9 ans. En 9 ans, en été, parce que c'est le moment où on est autorisé à se coucher tard. Et on peut voir le ciel, et on peut voir un ciel nocturne avec des étoiles par milliers. Je dis par milliers, je ne les ai pas comptées, mais beaucoup d'étoiles. Et vous vous dites quoi ? J'ai envie de devenir savant parce que ce ciel m'émeut ? Ça m'a plu. Je me dis, c'est beau. Et je savais qu'on pouvait observer le ciel avec une lunette. Mes parents, l'été suivant, m'ont offert une lunette astronomique. Ils ont acheté d'occasion chez un opticien à Rodez. Et avec cette lunette astronomique dont personne ne savait se servir, ils l'ont acheté, ils sont partis avec, puis on m'a dit voilà une lunette. J'étais très content, évidemment ravi d'avoir cette lunette, donc on la monte, pas très compliqué à monter, juste le trépied à monter, et j'observe le ciel avec cette lunette, et je suis émerveillé de voir la surface des étoiles colorées, et j'ai réalisé beaucoup plus tard que ce n'était en fait que des images d'étoiles défocalisées avec les aberrations chromatiques d'une lentille de qualité raisonnable, mais pas extraordinaire. Donc c'était flou en fait. C'était flou, exactement, j'ai vu flou pendant une semaine, et ça a failli me décourager, parce
parce que finalement, au début, c'est extraordinaire. On voit dans un instrument des choses qu'on n'a jamais vues avant. Des étoiles. Flou, c'est un adjectif que j'ai rajouté quand j'ai compris plus tard ce qui se passait. Et puis on voit toujours la même chose, donc à la fin ça lasse un peu finalement. À partir du moment où on a déjà vu la nouvelle chose, si c'est 15 fois la même chose, c'est moins rigolo. Donc là, il a eu un coup de chance incroyable, ça c'est vraiment un coup de chance incroyable. D'abord j'ai finalement réalisé qu'il y avait une molette qui permettait de changer ça. Et je dis, mais voilà, j'ai pigé l'idée. C'est bon, on va faire comme ça maintenant. Ça va être mieux peut-être. Ça ressemble à un vrai beau ciel étoilé. Ça ressemble aux étoiles dans le truc, ça ressemble mieux au ciel que je vois à l'œil nu. Mais en même temps, c'est pas scandaleux de voir différent dans un instrument. Après tout, il est là pour ça. Ça me paraissait pas étonnant au début. Et la première chose que j'ai pointée, il n'y avait pas la lune dans le ciel. Sinon, sans doute, aurais-je pointé la lune dès le début et peut-être les choses auraient été différentes. Et puis, je pointe un objet brillant dans le ciel qui m'apparaissait comme très brillant dans le ciel. Et il se trouve que par une coïncidence extraordinaire, c'était la planète Saturne, que j'ai immédiatement reconnue. Là, elle était nette et que j'avais vue dans les livres. Ouais. Parce que les galaxies, et les objets, les nébuleuses que je voyais dans les livres que j'avais dans un livre, je sais pas les livres, le livre que j'avais à l'époque, évidemment, je ne les voyais pas avec ma lunette défocalisée, puis je ne savais pas où il était dans le ciel. Bref, une carrière a failli rater s'il y avait eu cette coïncidence assez... oui, chaque fois que j'y pense, je suis un peu stupéfait de découvrir littéralement Saturne. Pour le premier objet net que j'ai vu dans le ciel tout seul par ma propre compétence, ou incompétence plutôt à l'époque, c'était Saturne. Et ça, donc ça a été assez marquant. Ça scelle votre destin, ça, d'astrophysicien ? Je pense, j'attribue à cet événement-là un élément fondateur, mais il y a toujours une part de reconstruction. Quand on remet ses souvenirs d'enfants et qu'on les dit maintenant plus âgés, il y a une part de reconstruction. Mais quand même, je pense que cet événement a été vraiment important. Puisque vous disiez vouloir devenir savant, c'est quoi la différence entre un scientifique et un savant ? Alors, c'est un scientifique plus, le savant ? Je sais pas. Savant, j'imaginais quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Voilà, quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Et comme je m'intéressais quand même à la nature, les enfants sont toujours très intéressés par la nature. Et surtout, vous imaginez, dans l'Aveyron des années 68, 70, 75, 80, il y a un contact encore, en tout cas pour moi, qui était très proche avec la nature, au sens de l'agriculture, au sens des fermes, au sens des animaux. Nous avions des amis qui étaient agriculteurs, éleveurs aussi. Et donc, moi, je sais ce que c'est traire une vache et voir accoucher un veau. C'est pas un savoir extraordinaire, mais j'avais quand même l'idée que comprendre comment fonctionne le monde, ça m'intéressait. Donc savant au sens comprendre comment fonctionne ce monde qui m'entoure. Ouais. Et cette fascination pour le ciel, ça s'est rapidement transformé en quelque chose d'assez durable ? Et oui, parce qu'après tout, finalement, j'étais bon élève. Bon, j'ai bien travaillé à l'école, ça s'est bien passé. Mes parents me soutenaient scolairement, ma mère me soutenait bien scolairement. J'étais pas mauvais à l'école, j'ai bien travaillé, j'ai bien aimé les sciences, la mathématique, la physique, la chimie. Et puis ensuite, j'ai pu faire des études supérieures dans ces disciplines et finalement aboutir à faire un doctorat en astrophysique et d'avoir la chance après, la possibilité, parce que je dis la chance, c'est pas, le nombre de postes en recherche maintenant n'est pas si élevé que ça. À l'époque, il était sans doute un peu plus favorable, mais je me rappelle très bien qu'on disait 20 ans avant, c'était beaucoup mieux pour être embauché dans la recherche. Donc c'est toujours assez compliqué finalement. Ouais. Et donc la chance d'être embauché au CEA en 1992 pour être astrophysicien, là cette fois-ci, de rendre, de devenir cette envie initiale, de la rendre concrète, professionnelle. Et depuis votre lunette et Saturne, vous êtes devenu aussi président de la Société d'astronomie de France. Oui, alors ça c'est tout récent. Qui a été fondée par Camille Flammarion en 1887. Ça c'est tout récent. Le conseil d'administration de la Société d'astronomie de France m'a fait la grâce de m'élire à la présidence il y a quelques mois, au mois de mai dernier. Une Société d'astronomie de France qui a compté pour moi dans mon développement. D'abord parce que c'est, comme jeune astronome amateur, c'est là où j'ai connu le camp qu'organisait la SAF à l'époque, camp qui était organisé à Chamalloch, dans la Drôme. Et c'est là où j'ai fait mes premières armes d'astronomie, où on m'apprenait des choses en astronomie. J'étais pas en autonomie et essayais d'apprendre tout seul des choses. Et donc ce camp de Chamalloch a été aussi fondateur pour moi, parce que c'est là où j'ai d'abord appris de l'astronomie, rencontré une personne qui a été ensuite un de mes mentors intellectuels, que je considère comme un de mes éclairs, de mes étoiles intellectuelles. Et puis, où ensuite j'ai été animateur pendant 7 ou 8 ans, peut-être 8 ans. Et donc, ça a forgé aussi mon goût pour le partage des connaissances, l'enseignement, la diffusion des connaissances. Roland Lehoucq, il paraît que vous avez un astéroïde qui porte votre nom. Oui, je suis tellement jaloux de vous. Ah oui, je comprends. Quel bol. Ah oui, c'est du bol. Pour l'ego, c'est extraordinaire. C'est du bol, c'est du, entre guillemets, copinage aussi, parce qu'il faut que quelqu'un qui vous connaisse et vous apprécie, en l'occurrence Alain Maury, qui est un astronome qui est au Chili, quelqu'un qui à la fois vous connaisse
connaissent et vous apprécient, et qui soient de surcroît découvreurs d'astéroïdes, et la présence d'esprit, l'envie, la grâce de baptiser un astéroïde à votre nom pour vous honorer. Donc il s'appelle le Hook. Il s'appelle le Hook, il s'appelle Le le Hook. 31 387, le Hook. Il est où? Vous le Et suivez il de est temps en entre temps? Mars et Jupiter. Ne vous inquiétez pas, l'astéroïde le Hook ne viendra pas fracasser la Terre. Vous seriez le premier à nous en informer en tout Oui, cas. oui, alors ça ne risque pas, parce que dans la nomination des astéroïdes, on ne donne jamais le nom d'un humain mort ou vivant à un astéroïde géocroiseur qui pourrait Très bien. potentiellement croiser la Terre et donc frapper, qui croise l'orbite de la Terre et potentiellement pourrait la frapper. De sorte qu'on ne puisse pas dire c'est à cause de le Hook que la Terre C'est est ça. détruite. Voilà. Et vous prenez de ces nouvelles de temps en temps? De l'astéroïde De votre astéroïde, oui. Non, pas vraiment. Non. En fait, il est tranquille. Ingrat que vous êtes. Non, il est quelque part entre Mars et Jupiter. La conscience de son existence me satisfait. Ça me suffit. Roland Le Hook, on va parler science-fiction dans un instant avec vous, puisque se tiendra le week-end prochain le Festival international de science-fiction, les Utopiales à Nantes. Oui, bien sûr, à Nantes. Il y a plein de Du choses 30 octobre au 2 novembre. Absolument, on en parle dans un instant. Hello, my love. It's been a long time coming. Got to know you from afar. Now can we take things slowly? I find it hard when I'm feeling away to play my cards and deliver. And I see stars when I look at your face, but I can't. 'Cause I've always been a shy girl. Don't always know what to say, but I welcome you to my world. I'd really like you to stay. Hello, my love. Now that I know this love is true, I guess I'll play the game that I'm afraid to lose. There are signs when you look in my eyes, so much to learn and discover. Hello, my love. It's been a long time coming. 'Cause I've always been a shy girl. Don't always know what to say, but I welcome you to my world. I'd really like you to stay. I've always been a shy girl. And I'd really like you to stay. Shy Girl, la voix de Holly Cook. La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter. Vous allez voir des spectrogrammes de Neptune. Ça, ce sont des gerbes de rayons cosmiques. Image prise il y a 11 jours à peine. Cette planète a dégagé des particules à haute énergie qui ont provoqué une surtension catastrophique dans le monde entier. Ces rayons se renforcent en irradiant vers nous, vers la Terre. Major, dites-nous ce que le projet Lima évoque pour vous. Première mission habitée vers les confins du système solaire. C'était il y a environ 29 ans, comme vous le savez. 16 ans environ après son lancement, le vaisseau a disparu. Aucune donnée n'a jamais été retrouvée. Ça a mis un coup d'arrêt aux missions dans l'espace lointain. Nous pensons que votre père est en vie et se trouve près de Neptune.
Va-t-il le retrouver? Ad Astra de James Gray en 2019. Roland Lehoucq, vous qui êtes notre invité cet après-midi au Carré pour parler entre autres science-fiction, parce que évidemment vous êtes astrophysicien, mais on sait aussi à quel point vous aimez la science-fiction. Vous êtes aussi à l'origine de ce festival international des Utopiales qui va donc démarrer. Alors, j'en suis pas vraiment à l'origine, j'en suis le président depuis 2012, mais Ouais. le festival existe depuis 25 ans. En fait, le 25e anniversaire à Nantes, sachant qu'il a eu une vie débutante, si j'ose dire, au Futuroscope à Poitiers pendant, je crois, 2 ans Ouais. avant l'an 2000, avant d'arriver à Nantes. Et de s'envoler, donc depuis qu'il est à Nantes. Oui. Cet univers de la SF, quels auteurs vous ont marqué, vous? Parce qu'on parlait de Dune tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez du moment précis, justement, où vous avez eu un livre de science-fiction entre les mains, où vous avez dit « Ah là, ça c'est pour moi ». Oui, exactement. C'est-à-dire que mon père était un lecteur de science-fiction. Et donc avait quelques livres de science-fiction, ça veut dire, je sais pas, 2000, enfin, Ouais. un certain nombre de livres de science-fiction à la maison. Et donc j'ai commencé à en lire un certain nombre parce que j'étais aussi attiré par les couvertures qui sont toujours très extraordinaires, avec des vaisseaux par exemple, ou des dessins qui manifestent ce qu'on appelle le sense of wonder en science-fiction, l'idée qu'on est, waouh, un truc incroyable est dessiné typiquement, il peut être raconté ou mis en scène dans un film, mais aussi bien sûr dessiné. Et donc, je me rappelle très bien avoir lu, alors je ne sais plus lequel en premier, mais les œuvres d'Isaac Asimov d'abord, le cycle de Fondation, et puis d'avoir lu un autre auteur qui s'appelle Jack Vance, notamment Les Chroniques de Durdan, et puis La Geste des Princes démons, et puis le cycle de Tchaï. Voilà, ces six grands cycles-là qui sont des... Alors, Jack Vance, c'est pas un auteur de hard science-fiction comme le voudrait Asimov, mais un autre genre d'exploration, de découverte de monde chatoyant pour certains, un peu désolant pour d'autres. Et voilà, Et tout ça est arrivé en même temps que la lunette astronomique, à peu finalement. près, à peu de temps après. J'ai commencé la science-fiction vers 13 ans, je pense, vers 12 Ouais. ou 13 ans, donc un peu après. Et j'ai tout de suite compris que c'était ce genre de texte que je voulais lire. À peu près au même moment est arrivé la même chose en science-fiction, mais c'est aussi bande dessinée, où j'ai découvert Druillet, Bilal, Christin et Mézières, enfin, etc. Donc là, je dis, waouh, c'est ça que je veux lire. En gros, Tintin, Ouais. c'est fini. Non pas que Tintin soit pas intéressant comme œuvre en termes de bande dessinée. On peut difficilement sous-estimer son importance. Mais je dis, non, mais c'est ça que je veux lire. C'est ce genre d'histoire, de dessin que je veux lire ou que je veux voir. Et donc, ça s'est toujours nourri aussi avec votre intérêt pour le ciel et le cosmos. Oui, alors ça s'est nourri mutuellement parce que d'une part, la science-fiction, c'est une manière d'évasion dans des mondes qui n'existent pas, bien sûr, mais qui sont pour partie inspirés de notre monde, ou de notre monde transformé. Notre monde, c'est ailleurs et demain, pour reprendre le titre d'une grande collection de science-fiction dirigée par Gérard Klein. C'est pas toujours ailleurs et demain, la science-fiction, mais ça me plaisait beaucoup, le ailleurs et demain. Et puis, il y a la même chose en astronomie, en astrophysique, finalement. En astronomie, on voit des mondes, on les voit maintenant, on les voit ici et maintenant sur Terre, mais néanmoins, la lumière qui nous en parvient, elle est porteuse d'une information qui est du moment où la lumière a été émise. Et quand c'est la Lune, c'est 1 seconde avant. C'est ça. Quand c'est le Soleil, c'est 500 secondes avant. Mais les étoiles lointaines, les galaxies lointaines, c'est des dizaines, centaines, milliers, millions d'années avant le départ de cette lumière. Donc il y a quelque part une sorte de transposition temporelle dans le temps de regard en arrière qu'on porte sur le ciel quand on l'observe à l'œil nu, quand on l'observe en lumière habituelle. Et puis, d'autre part, l'idée d'autres mondes. On va explorer d'autres mondes, même si on les voit de loin, par le petit bout de la lorgnette, je veux dire, par l'intermédiaire d'un instrument. C'est d'autres mondes et il faut se plaire pour partie à imaginer ce qu'ils pourraient être alors qu'on n'en a qu'une information partielle. Donc, il faut beaucoup d'imagination Donc, il aussi y a en aussi tant des manières- qu'astrophysicien. En science en général, mais en astrophysique aussi bien sûr, parce qu'il faut bien essayer de rendre compte de phénomènes sur lesquels on n'a que des informations partielles, sous forme de lumière typiquement, de particules aussi qu'on en reçoit, mais aussi bien sûr d'ondes gravitationnelles depuis 2015. Donc on a différents médiateurs, messagers de cette information, et avec ça, il faut essayer de reconstruire au mieux ce que peuvent être ces mondes que l'on observe, la façon dont ils fonctionnent, parce qu'on fait de la physique quand Oui. même, de la façon dont ils fonctionnent à partir de ces informations toujours parcellaires et difficiles à obtenir pour certaines, et ce que nous savons ici et maintenant de la physique sur Terre, de laboratoire, les théories physiques construites, l'électromagnétisme, la gravitation, etc., qu'on a construit ici et maintenant sur Terre par l'expérimentation. Et donc il y a cette alliance des deux qui fait qu'en astrophysique, mais dans bien d'autres compartiments de la science, des sciences en général, de la physique en particulier, il faut faire preuve d'une grande imagination. Alors justement, est-ce que la science-fiction, où tout est permis finalement, vous a permis aussi de nourrir votre propre imaginaire de scientifique?
Non, je dirais pas ça. Ça peut vous servir je ou dirais pas pas ça. Non, moi, personnellement, ça m'a pas servi. Je crois pas que ça puisse servir. Je pense que les ressorts sont les mêmes. C'est-à-dire, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour avoir des idées nouvelles en science. Et en science-fiction, il faut avoir des idées nouvelles ou imaginer des choses nouvelles, intéressantes, divertissantes aussi. La science-fiction, c'est aussi un divertissement, qu'elle soit littéraire ou cinématographique ou en bande dessinée. C'est aussi un divertissement. Donc, il faut avoir beaucoup d'imagination. Simplement, je pourrais dire que s'il y a ce ressort intellectuel commun, le et si la vitesse de la lumière était différente. Là, on peut imaginer qu'est-ce que ça a comme conséquence dans une histoire. Je peux aller plus vite que la lumière et je peux faire un empire galactique, par exemple. Et ça, vous le faites, hein, dans vos écrits, vous vous êtes amusé à le faire beaucoup. Absolument. Et de l'autre côté, en science, il y a et s'il y avait une planète au-delà d'Uranus qui explique la perturbation que je constate sur le mouvement d'Uranus. Et c'est ce qui s'est un peu fait, même beaucoup fait, puisque Avec la 9e Le planète. Verrier, pour découvrir la planète Neptune, eh bien, en constatant les anomalies, ou des choses qui étaient considérées comme les anomalies du mouvement d'Uranus, eh bien, et voulant conserver les lois de Newton, parce qu'on pourrait plus se dire, peut-être que les lois de Newton ne fonctionnent pas, mais elles fonctionnaient très bien par ailleurs, sauf là où il y avait un problème, eh bien, et s'il y avait une planète, alors où est-ce qu'elle serait? Quelle serait sa masse? Quelle serait son orbite? Et donc, il y a un jeu du « et si » qui est commun, finalement, entre la science en général, mais l'astrophysique en particulier, et la science-fiction. Il y a une différence, même si elles ont ce petit ressort commun, il y a une différence, c'est que la façon dont on sélectionne les bonnes idées, en science, c'est une idée qui est pertinente, c'est une idée qui va avoir des conséquences, des prédictions qui vont se retrouver dans le réel qu'on observe ou dans le réel qu'on manipule, le réel expérimental. Alors qu'en science-fiction, une bonne idée, c'est quelque chose qui plaît au public, quelque chose qui se vend, entre guillemets. Si on veut avoir quelque chose de quantitatif, c'est quelque chose qui se vend. Donc il n'y a pas d'idée meilleure que les autres, si ce n'est que le public, le lectorat, les spectateurs apprécie le film ou apprécie l'œuvre. En Mais science, est-ce que il y a quelque chose qui est un peu intrinsèque, c'est une confrontation au réel naturel. Ouais, mais est-ce que la science-fiction, je sais que c'est une question qu'on vous pose régulièrement, mais est-ce qu'elle devance parfois la réalité aussi? Ou ce que la science va prouver à un moment? Alors, mon idée sur la question, c'est que non, parce que les auteurs jamais. Les science-fiction tombent parfois juste parce que les auteurs et les autrices de science-fiction sont aussi des gens intelligents, sont aussi des gens qui se documentent et se renseignent sur l'état de l'art, de la science de leur temps. Et ils veulent, quand ils la mettent en scène, ils en font des fois des choses qui sont si pertinentes que quand elles se retrouvent dans le réel, alors on se dit, on peut crier au génie. Évidemment, et c'est pas un effort négligeable. Mais je ne crois pas que la science-fiction ait jamais initié un domaine de recherche nouveau dont les scientifiques se seraient emparés en disant c'est génial ce truc, on va le faire, on va en faire un nouveau domaine de recherche. En revanche, donc en science, en sciences naturelles, j'aurais tendance à dire non. En revanche, en sciences, disons en sciences humaines, dans la vision qu'on peut avoir de notre monde politique ou social, la science-fiction, pour le coup, là, elle fait preuve d'une imagination qui est beaucoup plus utile. Je prends pour vous illustrer ça, je prends l'exemple du sous-marin de Nautilus de Jules Verne. Ouais. Ce sous-marin, évidemment, et à juste titre, on peut rendre grâce à Jules Verne d'avoir inventé l'idée de sous-marin électrique pour visiter les abysses océaniques. Bon. Néanmoins, à l'époque, le sous-marin existe déjà. C'est une machine pas très performante, avec un humain allongé à l'intérieur qui littéralement pédale pour tourner l'hélice. Il a un tuyau pour respirer et vous voyez bien l'engin. C'est pas remarquable. D'autre part, le moteur électrique, l'électricité arrive déjà. Le moteur électrique, Zénogramme a inventé le moteur électrique et donc on a déjà l'idée qu'on pourra faire se mouvoir des engins par la force motrice de l'électricité, vue comme la fée électricité, la chose versatile extraordinaire. Donc allier les deux, finalement, c'est une opération intellectuelle qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas, à mon avis, le moment remarquable. Quand Jules Verne fait ça, il veut nous expliquer, il veut nous montrer les merveilles des abysses, il veut faire aussi preuve de didactique, il veut nous montrer, il veut nous expliquer tout ce qui s'y passe. Il installe un salon bourgeois, celui de Nemo, au fond des abysses. Il fait toujours ça, même dans ses fusées, c'est toujours très confortable. C'est toujours très confortable, Oui. c'est bien, pour qu'on puisse admirer les merveilles du monde et des abysses qui nous sont, à nous, invisibles. Et il y a une autre conséquence aussi du Nautilus, et que Nemo est un Indien, sa famille a été massacrée par les Anglais, il déteste les Anglais. Et donc Nemo, avec son Nautilus, il peut éperonner, il peut couler impunément les navires anglais. Impunément. Il est, autrement dit, le maître des mers avec un unique vaisseau disposant d'une puissance bien supérieure à celle des Anglais, parce qu'il a toutes les ressources des océans qui lui appartiennent à lui
et seulement à lui grâce à son Nautilus, et il peut couler qui il veut à la surface des océans, les Anglais en particulier. Et donc, ça fait écho à quoi? Et donc la conséquence, elle est, voyez, elle est beaucoup plus, disons, on pourrait dire géopolitique, stratégique. Si vous disposez d'un sous-marin électrique, alors vous êtes le maître des mers. Et donc cette conséquence-là, qui est moins souvent mise en avant que le génie de Jules Verne pour inventer le sous-marin électrique et en le décrivant avec force au détail, pas toujours plausible, mais cohérent avec le monde le monde technique dans lequel il vivait, je pense que son innovation, elle est, à mon avis, bien plus grande dans l'aspect géopolitique que dans l'aspect technique, finalement. Toutes les grandes puissances s'étant dotées, évidemment, Maintenant, tout ont de sous-marins nucléaires. Et le premier sous-marin nucléaire s'est appelé le Nautilus, évidemment. Ce sous-marin est marquant, cet objet technique est marquant, mais il y a des conséquences. Et c'est ça que fait beaucoup la science-fiction, finalement. C'est plutôt d'inventer des objets techniques et d'imaginer les conséquences sur les humains et sur les sociétés. Ça peut être des extraterrestres ou des interactions entre humains et extraterrestres. Et donc c'est là, je pense, où elle est le plus créative et le plus intéressante, à mon avis. Et peut-être pour nous aider aussi à imaginer d'autres futurs plus soutenables, on en parlera dans un instant avec vous, Roland Lehoucq. Entre deux, un destin, des couches d'âmes amoureuses, emballées de mystère, un curieux sentiment. Entre deux, un destin, des couches d'âmes amoureuses, emballées de mystère, un curieux sentiment. Entre deux, un écran, des idées si douteuses, arrachées au réel, un mauvais sentiment. Entre deux, un écran, des idées si douteuses, arrachées au réel, un mauvais sentiment. Entre deux contretemps, des ivresses dangereuses, vérité déformée, un curieux sentiment. Entre deux contretemps, des ivresses dangereuses, vérité déformée, un curieux sentiment. Entre deux, un destin, des couches d'âmes amoureuses, emballées de mystère, un curieux sentiment. Entre deux, un destin, des couches d'âmes amoureuses, emballées de mystère, un curieux sentiment. Entre deux, un écran, des idées si douteuses, arrachées au réel, un mauvais sentiment. Entre deux, un écran, des idées si douteuses, arrachées au réel, un mauvais sentiment. Entre deux univers, des images trompeuses, imprimées dans ma chair, un mauvais sentiment. Entre deux univers, des images trompeuses, imprimées dans ma chair, un mauvais sentiment. Entre deux, c'était Meule sur France Inter et Djoubaka pour la programmation musicale. France Inter, la Terre au carré. Avatar 1 et Avatar 2 sont des grands films de l'apprentissage et du passage d'une culture à l'autre. Dans le premier, on a un humain qui passe de la culture humaine à la culture Na'vi. Et dans le 2, on a des Na'vis qui passent d'une culture forestière à une culture marine. Et en fait, là, il y a un message qui est très intéressant, c'est de voir comment, en étant bien guidé, on peut passer d'une culture à l'autre, on peut apprendre de nouvelles règles sociales. Et ces nouvelles règles sociales, elles sont aussi articulées à un rapport à un milieu marin, à un milieu d'êtres vivants non humains, avec lesquels aussi on peut entretenir des rapports de, non seulement de familiarité, mais de communauté. On essaye de penser un système dans lequel
on a un monde commun, on a une communication avec les animaux, on communie avec eux et on forme en fait un même collectif. À l'instant, la voix de l'anthropologue Péric Pitrou. C'était sur Canal+, dans l'émission Click, au moment de la sortie d'Avatar 2 en 2023. Roland Lehoucq, vous qui êtes notre invité au carré cet après-midi. Avatar 2, Avatar d'ailleurs, présenté comme une grande fresque écologique. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Alors, il y a des aspects qui relèvent de l'écologie, du rapport, les navis et le rapport à leur monde est très proche, ils sont très insérés dans leur monde, et on voit des humains qui arrivent avec en mode canonique d'exploration, d'exploitation, de colonisation de la planète pour en extraire une ressource. Alors dans le premier, le nobténium, ce minerai qui semble être un supraconducteur à haute température, et dans le second, un liquide issu d'un être vivant de Pandora qui procure longue vie. Donc on a là effectivement deux visions de la position vis-à-vis du monde, une vision Navi très intégrée au monde, avec une spiritualité très proche et très forte avec la nature, et de l'autre côté, des humains qui arrivent et qui écrabousent une fois de plus glorieusement l'écosystème local pour en extraire les ressources qui leur paraissent utiles. Et donc pour vous, c'est Et donc, effectivement il quelques pourrait y avoir- messages écolos il ou pourrait y on est avoir- quand même dans du bon il cinéma pourrait y avoir- hollywoodien Ça reste quand même un film à grand spectacle, un film grand public, donc des choses qui ne sont pas forcément extraordinairement denses du point de vue du message, mais qui permettent l'intérêt et que cela permet de partir, ça donne un point de départ commun. C'est ça que je trouve intéressant dans les films de science-fiction, que moi je les utilise pour leur vertu pédagogique, au sens de, comme on dit dans le milieu de la didactique, comme situation déclenchante. On regarde des extraits du film, un extrait du film, de ce film-là ou d'autres films, et à partir de cette situation, on élabore un discours, une discussion avec les élèves, les étudiants, le public auquel on s'adresse, et ça permet de partir d'un vécu commun, parce que ces films-là aussi ont pour cet usage le mérite d'avoir été vus par énormément de monde. Et donc quand on dit Navi, quand on dit sabre laser, même si on n'a pas vu Star Wars, on sait que sabre laser, ça fait référence à Star Wars, ça n'a à voir avec Avatar. Et si on dit les navis, eh bien, on comprend qu'on est sur Pandora, on comprend le monde dans lequel on est, on en a déjà une connaissance minimale, et donc un vécu commun entre la personne qui parle et ceux qui interagissent avec elle. Donc l'intérêt, il est là. Roland Lehoucq, hier à votre place, on recevait l'économiste Lucas Chancel pour parler de l'histoire des énergies et des liens très forts avec les questions de pouvoir et d'inégalité sociale. Pourquoi la question de l'énergie est centrale en physique, justement ? En physique, l'énergie, elle est centrale, parce qu'en physique, l'énergie, ça mesure la capacité à faire des transformations de la matière. Beaucoup de transformations, beaucoup d'énergie. Pas beaucoup de transformations, pas beaucoup d'énergie, dit un peu brutalement. Et donc, si vous voulez transformer la matière du bois pour faire une chaise, il va falloir mettre en jeu une certaine quantité d'énergie. Typiquement, ça pourrait être votre force musculaire, éventuellement avec un outil qui vous aidera, parce que juste avec vos ongles, ça va être pas facile, de transformer un morceau de bois en chaise. Mais maintenant, ce bois, vous pouvez aussi le brûler. Alors, ça demande aussi un certain effort. Il y a un petit investissement énergétique à faire. Et en plus, il brûle et il va vous dégager de la chaleur. Et cette fois-ci, cette matière bois, vous le transformez non pas pour la matière, mais vous le transformez pour l'énergie qui va se dégager de cette transformation, de cette combustion qui va vous chauffer, par exemple. Et donc, on transforme la matière pour la matière ou la matière pour l'énergie. Et ces transformations, nous en vivons. Quand nous mangeons, ça nous permet, par des transformations chimiques dans notre organisme, la digestion, de perdurer dans notre être, de maintenir notre être, moi, Roland Lehoucq, plus chaud que l'extérieur en permanence, alors que c'est un état éminemment déséquilibré. Si l'équilibre devait être atteint, ça se finira par se produire dans un temps que j'espère lointain. Ça veut dire que je serai mort, quand ma température interne sera égale à la température extérieure. Et pour maintenir le décalage, il faut fournir de quoi nourrir cet écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc en physique, l'énergie, c'est cardinal. Énergie et matière, parce que finalement l'énergie, c'est pas une chose en soi, l'énergie. C'est pas comme la matière, on a posé devant soi un litre d'essence, c'est un litre d'essence, c'est pas de l'énergie. Bien sûr, si on la met dans un moteur et qu'on transforme cette matière dans un moteur de voiture, ça sera du mouvement, une autre forme d'énergie qu'on appelle énergie cinétique. Mais l'énergie, c'est pas comme la matière, mais l'énergie, c'est la matière en interaction. Et donc, cette chose, il y a 4 interactions fondamentales, la gravitation, l'électromagnétisme et les 2 interactions nucléaires. Et donc, nous les utilisons toutes
il n'y a pas d'énergie magique. Voilà. Il n'y aura pas d'énergie magique. Et la quantité d'énergie dont nous disposons eh bien, nous permettra de faire les transformations dont nous avons besoin, celles qui nous permettent de nous loger, de nous déplacer, de nous nourrir. Mais beaucoup d'énergie, et avec un rythme élevé, la vitesse de l'énergie, ça s'appelle la puissance. Et ça s'exprime en watts. Beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance, ça veut dire beaucoup de transformations et rapidement. Et ça veut donc dire qu'on est capable d'agir à l'échelle la plus grande, l'échelle planétaire, en une durée assez courte, disons un siècle ou un siècle et demi. Donc pour un physicien, voir que l'humanité transforme la planète à l'échelle globale, quelle que soit la transformation, il se trouve que réchauffement climatique, pollution variée, PFAS, biodiversité en chute libre, etc., quelle que soit la transformation, c'est complètement lié au fait que nous disposons d'énormément d'énergie collectivement, mais on pourrait aussi un peu resserrer la loupe. C'est plutôt les nations plutôt occidentales. C'est ça, voilà. c'est ce qu'on disait. Il y a beaucoup d'inégalités là-dessus sur la planète, donc il faudrait entre un Américain et un Indien après, ou un il faut Africain. resserrer la loupe, mais disons que globalement l'humanité dispose, et singulièrement l'humanité occidentale, dispose d'une énergie et d'une puissance considérable, au point que ça met les transformations qui en découlent, dont certaines nous sont bénéfiques, il n'y a pas de problème, on peut faire de la radio là, parce que d'abord on a tout un système qui permet de faire de la radio, et que pendant que nous faisons de la radio, il y a des gens qui travaillent dans les champs et qui font pousser la nourriture qui nous nourrira et que nous ne sommes pas obligés de faire pousser pendant que nous sommes à la radio. Donc toute cette structure énergétique, c'est simplement notre vie confortable. On parlait du technosolutionnisme tout à l'heure avec Dune. Est-ce que vous pensez que la technique pourra nous sauver précisément par rapport à la crise que nous traversons ? La technique, elle est pour partie responsable. Enfin, son usage démesuré avec des machines en quantité considérable, avec une puissance considérable, est pour partie responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, est-ce que la technique nous sauvera ? Je n'en suis pas très sûr. On pourrait imaginer que d'un coup de baguette magique, toutes les machines que nous utilisons deviennent vertes. Quoi que ça veuille dire, en tout cas, par exemple, qu'elles arrêtent instantanément d'émettre du gaz carbonique. On n'est plus que des machines vertes, au sens, elles n'émettent plus du tout de gaz carbonique. On se dit, c'est génial, l'affaire est pliée. Pas du tout. Si nous utilisons la même quantité d'énergie verte, entre guillemets, c'est-à-dire sans, mettons, dioxyde de carbone émis par leur usage, il y aura une autre forme de pollution qui adviendra, parce que nous utilisons la même quantité d'énergie énorme et la même puissance énorme, il y aura encore des transformations considérables qui accumuleront aussi des déchets, parce que l'énergie se dégrade en chaleur et la matière se dégrade aussi. Elle se dilue, elle se disperse, elle s'oxyde. Il faut en permanence la rattraper, la réparer, si j'ose dire. Eh bien, comme ça se dégrade en permanence, nous allons retrouver des quantités de déchets considérables d'une autre nature que le gaz carbonique. Donc c'est des effets rebonds finalement. Il y aura autre chose qui se passera. C'est pas tant l'effet rebond que d'autres déchets remplaceront ceux que nous avons supprimés. Si nous utilisons autant d'énergie, si nous faisons autant de transformation de la matière, d'autres déchets se produiront, s'accumuleront inéluctablement et nous finirons par nous poser un problème. Donc c'est quoi la morale de l'histoire ? La morale de l'histoire, c'est que peut-être il faudrait faire moins. Voilà, moins de transformation. Ouais. Et donc moins d'énergie et moins de puissance, ce qui signifie, dit brutalement, si on fait moins, ce qui signifie, avec le fameux mot obus, ce qui signifie décroissance. C'est l'idée d'une BD à laquelle vous avez participé en tant que chercheur, ça s'appelle « Et soudain le futur » de Mathieu Burnia et Dominique Mermoux, c'est aux éditions de la Rue de Sèvres, l'histoire du gouvernement français qui passe enfin à l'action en créant une communauté décroissante sur l'île de la Cité à Paris. Donc ça c'est une idée justement pour aller plus loin, pour justement baisser un peu la voilure. C'est pour montrer, pour essayer de diffuser l'idée de cette bande dessinée, d'essayer de diffuser, ça veut dire quoi décroissance ? Quels sont les arguments qu'est-ce qui nous fait arriver à cette idée qu'elle est nécessaire, qu'elle sera nécessaire parce qu'il faudrait qu'elle soit choisie plutôt que subie, elle sera subie de toute façon, et pour essayer d'apprivoiser l'idée. Et ça ne dit pas comment on va faire, qui est un problème évidemment immense. Roland Lehoucq, votre actualité, elle est très dense. Les Utopiales, donc Festival international de science-fiction, c'est à Nantes du 30 octobre au 2 novembre, c'est donc le week-end prochain. Vous avez également un très beau livre pour les enfants qui s'appelle Astronomie, c'est chez Flammarion Jeunesse. Et vous avez également Avatar qui est... Avatar, ça s'appelle Avatar, exploration scientifique et culturelle de Pandora. C'est aux éditions Le Bélial. Ça, c'est un livre que j'ai dirigé avec avec Jean-Sébastien Steyer, une dizaine d'auteurs et d'autrices d'analyse d'Avatar. Et comment le sais-tu ? C'est aux éditions La Ville Brûle avec Estelle Blanquet, raisonner au quotidien avec la méthode scientifique. Là, c'est pour expliquer comment fonctionnent les sciences avec Estelle Blanquet, qui est une didacticienne très au point sur ces questions-là. Merci beaucoup, Roland Lehoucq. Merci à Anna Massardier qui a préparé ce dossier aujourd'hui, Loïc Frapsos à la technique, Lucie Sarfati pour la coordination de l'émission et Jérôme Boulet qui réalisait cette Terre au carré.